Bonsoir chers internautes, bonsoir, vous êtes sur ma chaîne YouTube, enfin sur la chaîne YouTube GPTV, mais dans mon émission Un soir avec Lara. Je suis ravie ce soir de recevoir à nouveau Adnan Azam, que vous avez déjà pu voir, écouter notre entretien d'il y a quelques jours. Adnan Azam, qui est un écrivain franco-syrien, président du mouvement international pour la souveraineté du peuple et qui aujourd'hui témoigne en tant que franco-syrien justement de ce qui se passe dans la région. Bonsoir Adnan. Quelles sont les actualités, quels sont voilà, vos sentiments par rapport au communiqué qu'a pu produire Bachar el-Assad, par exemple? Bonjour Lara, c'est ma deuxième participation à votre émission. Je tiens à le préciser pour les gens qui regardent. Je suis aujourd'hui un bénévole au service de la vérité. Je donne aucun point de vue politique car j'étais pendant 13 ans dans le camp de Bachar al-Assad. J'estime qu'aujourd'hui que j'ai perdu la bataille parce que moi, je ne veux pas changer comme des girouettes, comme font actuellement des milliers de personnes et descendre, de faire les danses de ventre dans la rue. Pour l'instant, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. J'ai été trahi dans mes convictions. J'ai été trahi par Bachar al-Assad. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. J'ai été trahi par la Russie et l'Iran et Hezbollah. Donc, je voudrais vraiment, juste là, pour mes amis français qui écoutent, qui suivent géopolitique profonde, de témoigner exactement ce qui s'est passé là-bas, parce que j'étais vraiment à pied d'œuvre à l'intérieur de la Syrie pendant tout ce temps-là. Et puis, j'étais vice-gouverneur de ma région, Souaïda, la région du Sud, une région de 400 000 habitants. Donc, j'ai travaillé avec les Iraniens, j'ai travaillé avec les Russes, j'ai travaillé avec les Libanais. Donc, je sais exactement. En fait, on arrivait, ils nous donnaient des rêves comme, parce qu'ils nous ont dit qu'on était en train de combattre l'impérialisme américain, on était en train de combattre le sionisme et ils nous ont pas dit qu'ils étaient finalement à placer leurs pions, que ce soit des Russes ou que ce soit des Iraniens, que ce soit des Libanais ou que ce soit le président Bachar al-Assad, qui finalement, au lieu de développer notre pays, au lieu de faire exactement ce qu'il devrait faire, elle était en train tout simplement de créer son fonds de commerce personnel pour devenir ce qu'elle est devenue réellement, un multimilliardaire syrien. Maintenant, je réponds à votre question. Aujourd'hui, je ne crois absolument plus rien à ce qu'il dit, à ce qu'il écrit Bachar al-Assad. S'il avait des choses à dire, il avait 13 ans pour le dire. Moi, j'ai commencé à constater le silence douteux de Bachar al-Assad à partir de 7 octobre 2023. Le 7 octobre, c'était l'occasion à Nord pour soi-disant l'axe de la résistance, iranien, russe, libanais, syrien, de soutenir le peuple palestinien et tout le monde a observé le silence. Si quelqu'un de Hezbollah il m'entend, il va me dire, oh stop, nous on a... Non, Hezbollah il a commencé pendant une année à faire un tout petit peu de guéguerre à la frontière avec Israël, jusqu'au moment où Israël a commencé à détruire le Liban, à assassiner M. Hassan Nasrallah, le président de Hezbollah. C'est là où il a rentré un véritable conflit avec Israël. S'il a fait ce qu'il a fait le dernier 2 mois depuis le début, maintenant on n'est pas là. Donc c'est le 7 octobre, vraiment cette date, il va rester autant que la vie va durer dans l'histoire de peuple palestinien, de peuple arabe, des résistants, de tous les résistants dans le monde. Donc, si vous voulez, il avait tout le temps pour parler Bachar al-Assad, il n'a pas parlé. Il a observé un silence douteux. C'est pour ça aujourd'hui, je ne crois absolument à rien de ce qu'il va dire, ni à ce qu'il va écrire. Alors,
pour ce qui est la situation, en fait, les relations entre la Syrie et la Russie, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu la genèse et l'historique depuis le siècle passé, en fait, à nos jours? Qu'est-ce qui lie la Russie à la Syrie? Pourquoi cette intervention de la Russie lorsque la Syrie l'appelle à l'aide, alors qu'il n'y a aucune frontière en commun? Donc, pourriez-vous nous rappeler un petit peu la genèse de cette relation russo-syrienne? Absolument. Justement, j'ai prévu de faire ça aujourd'hui, de parler de relations entre la Syrie et la Russie, et un autre jour, peut-être dans 2, 3 jours, parler des relations entre la Syrie et l'Iran, et puis après parler des relations entre la Syrie et la France, qui a pris part entièrement à cette guerre. Euh, Et comme ça, on peut constituer une idée réelle. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend à la télévision tous ces gens qui parlent pendant 5 minutes pour évoquer le tremblement de terre qui s'est passé en Syrie actuellement, les Français ils ne comprennent rien. Suite à l'interview que j'ai fait avec vous il y a 4 jours, il y a 35 000 personnes qui ont regardé cette interview. Il y a 300 personnes qui ont laissé des messages, des questions, de remerciements. Donc, il faut absolument que je reste à la hauteur de ce que les gens attendent de nous aujourd'hui en tant qu'outil de communication et d'information. Vous avez raison, Adnan, c'est très louable et c'est effectivement ce qui est attendu sur notre chaîne. Absolument. Alors, depuis le tsar de la Russie, ils ont toujours rêvé de se baigner dans l'eau tiède. L'eau tiède, c'est le bassin méditerranéen. Et la Russie, elle était prévue de ça, parce elle avait pas d'accès à la mer Méditerranée. Elle a failli Et l'avoir avec le Bosphore, hein, mais bon, voilà. Et après la donc, Crimée. et si on regarde vraiment la carte, la Russie n'est pas si loin que ça de la Syrie. Quand on est dans le nord de la Syrie, à Alep, il suffit qu'on traverse la Turquie et l'Arménie, on est en Russie. Et quand on va par l'est, par la route est, par l'Irak, il suffit de traverser l'Iran, on est au Daghestan. Mhm. Moi, je fais toutes ces routes-là avec mon cheval quand je voyageais de Damas à Moscou à cheval. Donc, je connais par cœur la carte. Donc, la Russie n'est pas très loin géographiquement de la Syrie. La mentalité russe n'est pas très loin parce que les Russes, ils sont slaves. Ils sont très proches de la Yougoslavie, ils sont très proches de l'Arménie, ils sont très, très proches de la Syrie. Et les Russes, ils sont orthodoxes. L'orthodoxie en Russie estime que eux, ils sont le gardien de temple de la chrétienté orthodoxe à Damas et en Palestine. Donc, il y a un lien spirituel entre les Russes et les Syriens et les Palestiniens. Mais ils n'avaient pas physiquement le moyen de s'installer là-bas. Vous voyez, il y a toujours soit l'Empire ottoman qui les empêchait, soit l'arrivée des États-Unis et le contrôle du monde occidental sur cette partie du monde. En 1917, quand il y avait la révolution bolchevique, les communistes arrivaient au pouvoir. Le Parti communiste, en 1920, il était déjà installé en Syrie. Le premier parti communiste au monde, après la Russie, c'était en Syrie. Bah, là, c'est pas terrible là, Mais attendez, pour nous. attendez, si, c'est terrible, ça fait partie de notre histoire. Et D'accord. moi-même, quand je suis né en 1957, on était émerveillé par les idées communistes, par les libertés, par les grandes paroles, par Che Guevara, par toutes les idées. On chantait même ta la 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 la. Vous voyez, donc il faut. Et puis pourquoi on était, nous, les jeunes orientaux? Parce qu'on sortait de 400 ans d'occupation ottomane. Ils nous ont prévu de liberté. Vous savez, il faut régler comme un médecin le problème de chaque partie du monde selon la souffrance qu'elle a subie. On ne peut pas parler un seul parole, comme il disait le philosophe français Pascal, la vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc, nous, dans le tiers-monde, dans le Proche-Orient, les idées communistes, ils étaient un véritable remède pour nous, pour qu'on se sorte de féodalisme, de l'Empire ottoman qui nous a laissé complètement pendant 4 siècles en dehors de l'histoire. Donc, il y a déjà le Parti communiste en Syrie en 1920. Énormément de jeunes Syriens
vont à Moscou pour faire leurs études. L'Université internationale de Moscou, elle comptait des milliers d'étudiants syriens. Ah, ça, je vous l'atteste, énormément d'étudiants syriens ont étudié en ex-URSS. Absolument. Oui, parce que Jusqu'à en l'arrivée plus du président, c'était souvent jusqu'à des métiers d'ingénieurs, des métiers très techniques qui étaient exactement, voilà. absolument, jusqu'à l'arrivée du président Hafez el-Assad, là, il a commencé à tisser des relations très fortes Mm. avec l'Union soviétique et les Russes. Ils ont commencé à arriver en Syrie. Ils ont aidé la Syrie à développer plusieurs projets économiques et Mhm. notamment en matière de pétrole et de barrages de L'énergie. l'Euphrate et en matière d'éducation. C'est là où la Syrie commençait à se développer parce qu'avant, si vous traversez dans les années 1950 la Syrie de sud au nord, vous allez croiser deux villes seulement, Damas et Alep. Il n'y avait pas un développement. Moi, quand je suis né dans mon village, il n'y avait ni d'électricité, ni de l'eau. Pour boire de l'eau, il a fallu monter sur l'âne et aller 2 kilomètres chercher l'eau dans le puits Mm. d'eau dans les montagnes. Mm. Donc, il faut vraiment être sûr de ce qu'on est en train de dire. Il faut connaître la situation sur le terrain pour être crédible, pour donner des informations. Et surtout, donc, faut rappeler ce qu'a fait Hafez Assad pour la Syrie, c'est-à-dire l'électrification, l'arrivée de l'eau courante. Enfin, c'est pas un tyran qui s'est assis sur un paquet d'or en disant je fais rien. Non, au contraire. Je ne veux pas juger aujourd'hui. Je vous ai dit, je ne vais pas prendre D'accord. de parti. Non, mais c'est juste Mais rappeler des si je éléments dis la historiques. vérité, à l'époque du président Hafez el-Assad, la Syrie a connu ce qu'on appelle, il y a L'âge juste d'or. quelques années, la Syrie actuelle ou la Syrie moderne ou la Syrie. Bon, il y avait des bases de droit, mais ça, on parlera de toutes les Bah, bases de droit dans comme le en monde et à Orient travers le partout. monde, et notamment dans le pays dans lequel j'aime, je suis en train de vivre actuellement, la France. Donc, il ne faut pas me faire les chansons de la liberté et de la démocratie. Ça, Ça, on est d'accord. ce n'est pas à moi. Je connais l'intérieur de la cuisine occidentale et je connais les crimes qui sont commis par le peuple occidental et je connais tous les cadavres, des millions de cadavres américains commis par les protestants, par les anglo-saxons. Hafez al-Assad a construit un pays. Hmm. Et C'est tout ce que je voulais rappeler, Adnan. Oui. malgré ça, il y a les mouvements islamistes des frères musulmans qui ont commencé à faire la guerre contre Hafez el-Assad, ce qui fait que, bien entendu, il y avait des affrontements militaires nourris, bien entendu, par les Américains, les Israéliens et les pays de Golfe à certains moments. Hmm. Donc, Hafez el-Assad, il est parti, Bachar el-Assad, il l'a remplacé, et Bachar el-Assad, il a continué des bonnes relations avec les Russes jusqu'à 2011. En 2011, je rappelle toujours que la Syrie était un pays stable en 2011, était un pays où il n'y a pas un centime de dette, Prospère. un pays prospère. Et les gens achetaient un appartement et une voiture. Et la sécurité, elle était absolue en Syrie. Vous pouvez dormir dehors. Il n'y a personne qui vous vole votre argent, votre voiture ou vos affaires. Donc en 2011, on a eu ce printemps arabe. On a eu l'enfer arabe. Et moi, c'est là où je suis rentré en Syrie après 25 ans d'exil. Je suis rentré en Syrie, je tout de suite prépare pour, euh, pour défendre mon pays parce que je crus dur comme fer. Et j'écris des livres. J'ai traduit tous les livres et notamment la tragédie syrienne, la guerre planétaire contre la Syrie. J'ai traduit 8 livres écrits par des Français et des Belges, notamment notre Et ami Michel justement, Collomb. cher Adnan, désolé de vous interrompre, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que je pense que beaucoup de Français ne se souviennent pas, on dit printemps arabe, mais c'est pas tout. Faut dire simplement un petit peu d'où c'est parti, comment ça a été enflammé, augmenté en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 en Syrie? Syrie prospère, Syrie
qui est la première exportatrice de produits pharmaceutiques, Syrie qui est un pays prospère, sans aucun problème interne, intracommunautaire, etc. Faut juste rappeler, qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui cette analyse? Bien entendu, mais je ne vais pas faire toute l'historique de l'histoire de colonialisme Non, juste et le de départ en l'interventionnisme 2011 dans les de... pays arabes. Ouais. Euh, les États-Unis, ils voulaient absolument continuer la destruction des pays arabes. Mhm. L'Irak, l'Algérie, la Syrie, le Soudan et la destruction de l'Iran, bien entendu. Donc, ils ont fini avec l'Irak en 1991 et après la Libye et maintenant le tour de la Syrie. Parce que dans le fondement de la création de l'État d'Israël, il faut qu'Israël reste le pays le plus puissant de la région. C'est interdit d'avoir un pays fort, prospère autour d'Israël. Maintenant, il y a un naïf qui va me dire, et alors, pourquoi? Ben parce que c'est comme ça, c'est quand on est fort, quand on va créer un État fort, il faut toujours faire le vide autour. Il ne faut pas laisser des pays émergents comme la Syrie, comme l'Irak, comme l'Algérie, comme l'Iran arrivent sur le marché. Ça va créer la concurrence et ça va menacer l'État d'Israël et surtout l'État d'Israël, ils savent, les sionistes, ils savent qu'eux, ils ne sont pas dans leur terre malgré tout ce qu'ils ont écrit dans le Talmud, l'État juif, ça n'a rien à voir avec l'État sioniste. Il faut faire la différence. L'État juif, je suis pour que les juifs puissent avoir la paix, que personne n'empêche et personne n'empête un juif dans le monde. Mais je suis contre un État sioniste qui se construit, qui devient un empire sioniste au détriment de peuples arabes et de peuples surtout syriens, libanais, égyptiens, jordaniens. Donc, C'est important de le rappeler, hein, parce bien que entendu. Donc, ouais. en 2011, ça commençait par, ça commençait par une manifestation dans une ville dans le sud de la Syrie qui s'appelle Daraa. Mhm. Alors, une manifestation, soi-disant, moi, je n'ai pas été là, il a été opprimé d'une manière extrêmement violente par un agent, par un officier de service de renseignement syrien. D'accord. Quelques jours plus tard, ces genres de manifestations, ils ont augmenté et puis on a commencé à repérer des gens qui tombent par des snipers. D'où ils sont venus de snipers, je ne sais pas. Le gouvernement syrien disait que ce sont des snipers qui sont venus de l'extérieur, de l'étranger, et les opposants syriens disaient que ce sont des snipers des services de renseignement. Mhm. Vous voyez? Donc il y avait une Création d'une responsabilité confusion. rejetée par les uns et par les autres. Mhm. Mais moi, ce que j'ai vu avec mes propres yeux, j'ai vu des brigades armées qui sont venues de Tchétchénie, de la France, d'Afghanistan. Donc, et puis, ils ont commencé à tuer des soldats syriens. On, vous savez, pendant des années 2011, 12, 13, 14, on passait notre temps dans les cimetières pour enterrer les soldats morts. 15 à 20 000 soldats syriens alaouites, maintenant je peux le dire, parce qu'en en fait le rébellion, il disait, les sunnites, ils sont majoritaires en Syrie. Pourquoi le président Bachar al-Assad, il est alawite? On a oublié que les sunnites, ils ont gouverné depuis le prophète Mohammed jusqu'à 1970. Donc, c'est comme si les minorités en Syrie, les alaouites, les chrétiens, les druzes ne sont pas syriens. C'est complètement absurde de réagir avec cette mentalité-là. Un citoyen syrien et les citoyens syriens. C'est pour ça, quand le président Hafez al-Assad est venu en 1970, il a écrit le nouveau constitution syrien. Il a mis le premier article dans la constitution, le président syrien doit être arabe syrien. Les islamistes, ils l'ont interdit. Ils ont obligé le président Hafez al-Assad de changer la constitution. Le président de la Syrie doit être musulman syrien et pas autre chose. Donc, et sous-entendu musulman sunnite. Hein. Donc, voilà. Et là, la guerre s'est développée d'une manière absolument inimaginable. Aujourd'hui, les Français, ils ont oublié parce qu'on on a la mémoire courte.
De 2011 à 2015, je le répète, on passait notre temps dans les cimetières pour enterrer les morts et dans les hôpitaux pour soigner les blessés. Et Véritable guerre civile. En 2015, je veux faire un témoignage. Le mois de mars 2015, j'étais dans mon bureau à Damas. On voyait les bombes qui tombent partout sur Damas par les rébellions. Il n'y avait plus aucune ville sous contrôle de gouvernement en dehors même pas la moitié de Damas. Donc le président Assad était à 2 doigts de tomber complètement en 2015. Je me rappelle. Et c'est là où il a demandé l'aide de la Russie. Les Russes y sont arrivés. Et il a demandé l'aide à l'Iran. Les Iraniens y sont arrivés. Donc on a d'un côté de rébellions syriens avec tout le monde occidental avec eux, avec des mercenaires qui sont venus du monde entier. Pour eux, ils disent pas que ce sont des mercenaires, ils disent des djihadistes. Ça veut dire ils font la guerre sainte. J'essaye de dire le deux vocabulaire pour que je ne prends pas parti l'un pour l'autre. Ouais. Donc, et les rébellions disent de Bachar al-Assad, c'est un mécréant, il est contre l'islam, il est contre Dieu, et c'est un dictateur. Bon, la vérité, elle est à l'intérieur de tout ça. Les deux, ils sont fautifs à l'époque. Si vraiment l'opposition syrienne, ils ont voulu construire un pays réel, ils auront pu faire un acte de résistance politique et pas armé. Parce qu'à chaque fois qu'on gagne une bataille avec les armes, quelques années plus tard, on va perdre la bataille. Il y aura d'autres qui viendront avec leurs armes pour nous enlever. Si vraiment les rébellions syriens avaient véritablement de conviction politique, ils auront pu combattre le président Bachar al-Assad avec la politique et pas avec les armes. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.